Alors la guerre en Ukraine, ça a été quand même un moyen de faire comprendre au public que le Bitcoin, c'est pas que des gens qui achètent et vendent pour faire un profit. Face à un système de paiement qui va être perturbé par l'événement géopolitique, puisque là, c'est physique, c'est une guerre, donc on a des systèmes qui fonctionnent plus, on a la communication qui fonctionne plus. Et donc, on s'aperçoit que contre ça, eh bien, Bitcoin est hyper efficace, puisque lui, son système n'est pas atteint. Ça fait presque preuve d'une grande naïveté, non, de la part de Poutine et des dirigeants russes, d'avoir gardé autant d'épargne dans des institutions qui étaient dans le camp d'en face au moment où il déclenchait la guerre. Il faut savoir que depuis la crise de Lehman Brothers, les régulateurs ont été traumatisés par le risque de contrepartie. Donc la réglementation a incité à passer des deals avec de la collatéralisation. Et guess what? La collatérale, c'est quoi? C'est de la dette publique parce que c'est le plus sûr, le machin, le plus liquide. Donc alors là, on a remis une pièce dans le jackpot et on est reparti. Les policiers sont pas fous. Ils se sont dit, comme je peux pas débrancher les computers pour arrêter de miner, le seul truc que je peux faire pour enquiquiner sa diffusion, c'est de rendre plus problématique sa circulation en la taxant. Bonjour Nathalie. Eh bien, bonjour Théo. Alors, on te reçoit aujourd'hui en marge de l'événement de Bitcoin Normandie, une super conférence accessible à tous, complètement bénévole, sous le sceau, j'ai envie de dire, de l'éducation pour les petits et les grands. Et du coup, on te reçoit aujourd'hui pour la chaîne Bull Bitcoin, dans un entretien long format. Et déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour l'audience, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Eh bien oui, bien sûr. Donc je suis Nathalie Janson, j'enseigne maintenant, j'ai vraiment un background très universitaire pour le coup. Je suis passionnée d'idées, je pense, parce que effectivement, j'ai depuis longtemps un positionnement académique qui est à contre-courant, donc ça n'a pas toujours été très facile pour la carrière académique. Voilà, je me suis intéressée très tôt aux questions monétaires. Donc ça a vraiment, c'était lorsque j'étais à l'époque, à la fin de ce qu'on appelle maintenant le M1, qu'en fait j'ai découvert des profs qui m'ont parlé de système monétaire autrement que les façons dont les autres en parlaient. Et en fait, j'ai compris que dans la monnaie, il y avait beaucoup de choses du dysfonctionnement monétaire qui avaient des conséquences économiques sérieuses. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, après, j'ai décidé de faire un doctorat. Et puis après, d'être prof, puisqu'en fait, c'était vraiment les idées. Et je trouvais qu'on était vraiment alors à l'époque, c'était il y a longtemps, c'était avant l'euro. Et donc, on avait déjà ce momentum donc de discussion, pourquoi l'euro, pas l'euro. Et donc, c'était des débats, j'avais envie de contribuer à continuer de réfléchir à pourquoi ces systèmes qui sont constructivistes, en fait, sont un peu voués à l'échec. Donc, c'est ce qui a en fait guidé, je pense, toute ma carrière. Donc, pour des raisons quand même un peu de marketing, pour que j'arrive quand même à avoir un poste et quelques publications. Comme c'était le système bancaire qui m'intéressait et la monnaie et la réglementation, c'était également, en plus du début de l'euro, c'était le grand début des réglementations de Bâle dans le secteur bancaire qui, on voyait bien, était voué à l'échec, une espèce de tentative de vouloir absolument mettre des règles à des banques parce qu'elles se conduisaient mal, mais le problème, c'est c'est pas parce qu'elles n'ont pas de règles qu'elles se conduisent mal, c'est qu'elles ont des mauvaises incitations. Donc voilà, et donc j'ai profité de ce sujet pour être un peu plus vendable au niveau de ce que je faisais, même si effectivement mon positionnement est un positionnement critique. Et donc les règles de Bâle, peut-être pour décrire très rapidement pour l'audience, on a eu Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, Oui, c'est comme les ça? mauvais films. Et du coup, c'est des règles internationales qui sont censées encadrer les pratiques bancaires, Oui. donc des choses comme les ratios de réserve, Voilà. comment est-ce qu'on calcule le risque sur un bilan, C'est ça. ce genre de choses-là. Oui, oui. Et si je dis pas de bêtises, c'est des règles qui sont d'ailleurs de toute manière plus ou moins écrites par le lobby bancaire. Alors oui, alors il y a eu une tentative, la façon dont les règles de Bâle ont évolué au cours du temps, c'est que, d'un côté, on a eu des régulateurs qui étaient un peu à court d'idées parce que de toute façon, pour un régulateur, réguler le risque des banques, ça semble un peu étrange comme concept, puisque le risque, c'est elle qui le gère, c'est pas les régulateurs. Mais bon, bref, il y a un problème informationnel Mais derrière. c'est un très bon point. Oui, C'est-à-dire oui. qu'on a cette idée que finalement, l'entrepreneur, normalement dans une entreprise, celui qui régule le risque, c'est l'actionnaire ou l'entrepreneur, Tout à fait. c'est-à-dire le type qui en subit les conséquences. Voilà. Et ça, d'une certaine manière, ça révèle bien la nature hors capitaliste quasiment de ces institutions,
Enfin bref, je voulais Oui, pas oui, non, non, t'interrompre, non, mais mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on a les banques, quand elles ont vu les régulateurs leur dire on va vous imposer comme ça, effectivement, c'était des règles très arbitraires qui n'avaient ni queue ni tête parce que un régulateur peut pas savoir comment le risque est géré par une banque. Et les banques ont dit bah non, c'est quand même nous qui savons faire. Donc elles leur ont laissé, elles ont délégué en se disant oui, elles ont peut-être raison après tout. Mais le problème n'est pas là, le problème il est dans la responsabilité de ce qu'elles Mmh. font. Et étant donné que notre système bancaire marche un peu sur la tête dans la mesure où la responsabilité des décisions prises ont peu de conséquences, puisque le risque systémique ne fait, enfin la raison d'aller sauver quelqu'un pour des raisons de risque systémique aujourd'hui, il n'a pas de, il n'a plus de limite. C'est-à-dire Mmh. qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, on dit ah faut qu'on le sauve parce qu'il y a un risque Mmh. systémique. Il y a pas de définition Voilà. Et précise. là, on a bien vu le dernier événement qui était complètement ridicule, quand on a qualifié la Silicon Valley Bank de risque systémique. Elle n'avait absolument rien de systémique. C'était une banque très à part, avec une clientèle très à part, qui aurait dû, enfin, la clientèle aurait dû perdre son argent. Mais comme c'était les gens de la Silicon Valley, bah, je pense qu'on en a pensé autrement. Voilà. Ok, bah, très intéressant comme background, je trouve, pour notamment rentrer dans Bitcoin. Bah oui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, après donc ces études, universitaires, ton doctorat, cette analyse du fonctionnement du système bancaire international, qu'est-ce qui t'a amené à Bitcoin? Quel était l'élément déclencheur, Oui, oui, tout à fait. Eh bien, en fait, c'était assez moi, la raison alors moi, naturellement, je ne pouvais pas louper Bitcoin puisque, non seulement j'étais critique du système monétaire, mais j'avais été plus loin puisque j'avais étudié les systèmes, qui avaient émergé des banques à l'époque où il n'y avait pas de banque centrale, justement. Il n'y avait pas donc de grands chefs responsables. donc les travaux par exemple De de les Larry travaux White, de de Larry White, de Celgene? Celgene, avec qui j'ai effectivement eu la chance d'étudier et ça m'a passionnée, je trouvais ça hyper intéressant, ces problèmes de parce que c'est vraiment la responsabilité qui est au cœur de tout ça, quoi. C'est Mmh. de montrer qu'effectivement, quand on a des problèmes de responsabilité, eh bien le développement, en fait, de ces institutions se fait autrement et on voit qu'il y a ce rapport effectivement depuis le départ entre, l'État, les banques, et qui bah, parce que c'est normal, puisque les banques ayant cette capacité de financement, bah, les États, ayant parfois des besoins de financement, bah, c'est plus facile de s'assurer d'un canal de financement, privilégié, donc avec une banque centrale que pas. Donc moi, j'ai beaucoup étudié ce lien effectivement, de ce rapport qu'il y a eu entre les banques et l'État qui ont, souvent donné lieu à la création des banques centrales, hein, puisque je pense que bon, en France, ça a été clair, hein, c'est Napoléon qui s'est dit: «Bon, bah, voilà, moi j'ai des guerres à financer, je vais créer une banque et puis au moins elle va me financer mes guerres directement». Donc voilà, ça avait tout à fait, pleinement, ça avait un sens tout à fait, on comprend leurs besoins et puis effectivement, dans la plupart des pays, on est tous arrivés vers cette centralisation de la gestion monétaire qui en fait la plupart était vraiment principalement motivée pour s'assurer le financement des guerres. Mmh. Bon, en fait, voilà et après ça a été détourné parce qu'il y a eu la crise de 29, donc c'est là où d'autres pays sont rentrés, comme le Canada qui est rentré assez Mmh. tardivement, dans le Et club des banques d'ailleurs, centrales. si je dis pas de bêtises, dans les travaux de White et Celgene, les zones étudiées, les périodes étudiées, il y a une grande étude sur le Canada Oui, où il y avait un système de free banking et oui. l'Écosse aussi, je crois. Oui, l'Écosse était le plus pur en termes, c'est la plus grande référence, et où ça fonctionnait très bien. Il y avait aucun problème et c'est qu'un jour, l'Angleterre a dit: «Bon, on va mettre fin à cette originalité, et puis on va les mettre sous» voilà, ils vont devenir des banques avec les mêmes régimes que qu'en Angleterre, que sur le reste du royaume. Et donc tu disais, à partir de la crise de 29, Oui, alors à partir de la crise de 29, là, on rentre dans un autre régime parce qu'effectivement, on a ce problème de liquidité et effectivement, ils vont se dire: «Bon, bah, il faut qu'on ait aussi une banque centrale comme les autres» et puis après, de toute façon, comme on rentre dans une ère de politique macroéconomique, donc qui est vraiment le cadre, qui est imposé par Keynes, enfin, en tout cas qui trouve son aura, puisque lui aussi, c'est un fin marketeur, hein. Il va se dire: «Bah, tiens, là, j'ai des politiciens qui sont en peine de justifier leur existence, et donc d'avoir une bureaucratie encore plus grande, bah, je vais leur dire qu'ils peuvent faire de la politique économique pour piloter l'économie. mmh, Et donc là, effectivement, on rentre dans une période où on va avoir des banques centrales qui ont des politiques monétaires. et Voilà. ça démarre même un petit peu avant, si mes souvenirs sont bons, la doctrine Bagehot et Oui, l'idée de oui, transformer ces banques centrales qui, comme tu le disais très oui, justement, initialement étaient là pour financer les États. oui. Et on commence à avoir des crises financières qui créent des paniques Mmh, en Angleterre à la fin du 19e siècle. mmh, Et c'est à ce moment-là qu'on théorise dans l'économie de l'époque cette idée qu'il faudrait une entité
qui prêtent en dernier ressort pour des problèmes de liquidité, pas des Oui. problèmes de solvabilité. Et on est un peu sorti du carcan depuis. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a même, même avant Bagehot, tu as déjà, dans la Banque d'Angleterre, tu as déjà cette idée de monnaie élastique. Il faut que la OK. monnaie soit élastique. Donc, ça veut bien dire que lorsqu'il y a des crises, alors économiques ou bancaires, puisque les banques, peuvent avoir des problèmes de liquidité, il faudrait qu'on vienne, parce que les banques, gèrent des moyens de paiement avec, une clientèle qui n'a pas le même niveau d'information, ce qui est à peu près vrai pour tout le reste Mmh. de ce qui nous entoure, mais on a l'impression d'avoir focalisé sur le fait que les moyens de paiement, c'est critique, hein. Il y a eu beaucoup de discussions à savoir si effectivement, après tout, c'était pas un bien public d'ailleurs, hein. Et on a assez tôt, effectivement, à partir enfin, c'est surtout au 19e siècle, on en parle plus explicitement, cette idée que la banque centrale, elle doit aussi, c'est une de ses missions, c'est d'être prêteur en dernier ressort, avec toute la difficulté, effectivement, de le pricer son action, Mmh. pour pas qu'elle engendre trop de risques, mais qu'elle soit quand même, qu'elle remplisse quand même son rôle, et qu'en cas de grande panique, elle soit quand même là pour assurer. Mais en effet, toutes ces discussions, en fait, après, elles rentrent dans une espèce de cercle vicieux, parce que on a bien vu que parce qu'il y a une action des banques centrales qui vont agir, avec des banques en acceptant certains actifs et pas d'autres, eh bien, on va avoir en fait, on s'aperçoit que ça homogénéise le bilan des banques, et donc c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'effectivement une banque, bah, finalement, quand une banque a des difficultés, il y a très forte chance que d'autres banques Mmh. aient des difficultés, puisqu'elles ont des portefeuilles extrêmement similaires. Donc ça, c'est un aspect, alors c'est une recherche que j'ai jamais menée, parce que, bah, voilà, il y a toujours plein de choses à faire, mais c'était d'essayer de montrer que les portefeuilles des banques étaient bien plus diversifiés Auparavant. avant. Le problème, c'est qu'en fait, c'est surtout l'accès aux données. En fait, Mmh. avant, il y avait les données publiées par les banques n'étaient pas extrêmement détaillées, donc c'est compliqué de faire cette démonstration. Mais il est quand même fort à parier que, enfin, en tout cas, à travers le temps, il est clair que dans les bilans des banques, il y a des actifs qui sont acceptés à la Banque Mmh. centrale. Mais Donc, ça en fait, c'est un renforcement du risque systémique, quoi. Il s'autocrée. d'une certaine manière, on crée des normes Oui. qui vont façonner des Oui, comportements qui vont être les mêmes parce que toutes ces institutions sont soumises bien aux sûr. mêmes normes, Exactement. et ça crée de la fragilité dans le système Tout à fait. par manque de diversification. Ouais. Tu mentionnais par exemple les règles de Bâle au début de Oui. cette entrevue. Dans les règles de Bâle, on définit quels actifs, Mmh. quel ratio de réserve Ouais. on va avoir en face de quels actifs et comment vont être traités ces actifs dans le cas d'un refinancement, etc. Donc si on dit par exemple, ce qui est bien commode, la dette du gouvernement est l'actif le plus sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir de ratio de réserve, on se retrouve avec toutes les banques qui ont plein de dettes gouvernementales sur leur bilan. Et comme on a pu le voir, par exemple, dans l'épisode de mars 2022, dont on parlait un petit peu avant cette émission, on se rend compte que les taux remontent et patatras, ça engendre finalement un effet systémique à cause des raisons que tu viens de citer. Oui, oui, tout à fait, et c'est ça, alors, et c'est un dialogue de sourds, parce que moi, je me rappelle, enfin, quand on présente des papiers comme ça, il y a les gens de finance qui hochent, voilà, qui sont là: «Oui, c'est vrai. Oui, mais on peut pas faire autrement». Enfin, voilà, donc il y a cette espèce «Ah d'accord, OK, moi, à ce moment-là, on change jamais rien». Mais le problème, il est bien là, et en fait, effectivement, cette espèce de cercle, on ne peut pas s'en sortir, compte tenu de cette volonté de vouloir absolument, complètement, définir tout et avoir une culture de la norme, qui fait qu'en fait, les banques aujourd'hui, c'est des grandes machines à compliance qui ne servent pas, enfin, qui se sont détournées de leur rôle de base, quoi, qui était le financement de l'économie. C'est Et c'est- ça, c'est hallucinant. c'est quelque chose dont on fait l'expérience de temps en temps dans notre métier. Oui, oui, ben voilà, Donc, c'est ce que je dis souvent, voilà, aux étudiants. Je dis: «Vous pouvez remercier les régulateurs, parce que sans vous, sans eux, vous n'auriez pas eu autant de jobs», parce que la plupart des jobs des banques ne servent à rien par rapport à l'objectif de la banque elle-même. Elles servent que en prétendant, en fait, s'assurer, du fait que les risques, il y en a pas trop, ils sont bien pris, ils sont suivis. Enfin, une banque, enfin, je vois pas comment dans une entreprise, enfin, je veux dire, vous faites des vélos, vous n'allez pas faire sortir des vélos des voitures qui vont se crasher au bout de 5 minutes. Enfin, c'est cette idée qu'une banque ferait une activité, exprès hyper risquée, je vois pas en quoi c'est plus vrai pour une banque que pour, quelqu'un qui fait des voitures, qui fait des vaccins.
vaccins exprès pour tuer les gens. Enfin, je ne comprends pas cet a priori négatif qui est porté sur l'activité bancaire qui, elle finance du risque. Voilà. Enfin, ou elle finance même pas du risque, elle finance, en fait, elle fait de l'avance de trésorerie. C'est en fait, en général, c'était ça l'activité de base d'une banque. Parce qu'elle était sur de la liquidité, elle n'a jamais été sur du financement de fonds. Cette idée que finalement, si les intérêts sont alignés, encore une fois, entre les porteurs de capital et ces opérateurs, si les clients sont mal servis, l'entreprise va faire faillite. Les entrepreneurs et les porteurs de capital perdent leurs billes. Et donc, dans toutes les industries, ça marche comme ça. Mais bizarrement, dans le système bancaire, ces mécanismes d'incitation ne fonctionneraient pas. Exactement. C'est ça qui est étonnant. Et le problème, c'est que en créant ça, on va créer des incitations qui en fait, poussent à ce qu'effectivement, tendanciellement, on se dise que finalement, on peut prendre des risques puisque on est protégé. Voilà, mais je pense que les banques, elles le font pas exprès. Aucun manager bancaire va aller vous dire, je fais exprès de prendre du risque. Non. Mais par contre, ils se disent, tiens, ça c'est peut-être une nouveauté qui peut être intéressante. Et puis finalement, cette nouveauté, voilà, c'est l'exemple de la crise des subprimes. Hein. Je pense qu'au démarrage, ils n'ont pas tous voulu aller à la catastrophe. Bien sûr qu'ils n'avaient pas envie que les gens fassent faillite. Mais néanmoins, ça a donné ce résultat. Parce qu'en cumulant les incitations, on arrive à un comportement qui n'a plus de contrôle de responsabilité. En fait, c'est ça qui est mis en avant souvent dans les études. Et on le voit bien avec la crise aussi de la Silicon Valley Bank en mars 2023. Le rapport de la Fed, il est éloquent. Enfin, je veux dire, il y avait des red flags. Donc, on savait que la banque était particulière. Ça avait plusieurs fois qu'on disait, dites donc, elle a grossi très vite. Donc, c'est pas un manque de régulation. Ça m'a beaucoup énervé dans les analyses françaises parce qu'on a dit oui, c'est à cause de Trump. Alors, Trump, effectivement, c'est souvent une raison de tous les mots, comme Goldman Sachs à un moment donné. Maintenant, on est passé à Trump. Alors, c'est pas que je l'aime beaucoup, mais je veux dire, c'est pas Trump. Et Trump, il avait pas tort de ne pas vouloir que les banques, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de banques moyennes. Elles n'ont rien à faire avec des Bâle 3, des banques moyennes. Elles sont pas complexes. On va pas aller leur imposer des trucs alors que leur activité est simple. Des banques régionales qui font des prêts à des entreprises, etc. Et on n'est pas sur des banques d'investissement qui manipulent des produits très financiarisés, super complexes. Ça n'a rien à voir. Donc, c'était pas idiot son idée d'enlever. D'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, ce fameux Bâle 3 Endgame, qui a vraiment un titre de film, hein, et ils l'ont à nouveau repoussé. Et Trump n'était pas encore là quand ils l'ont à nouveau repoussé. Parce que ça n'a pas de sens de le mettre sur ce type de banque. Mais voilà, on avait donc une banque très particulière qui a grossi très vite. Il y a eu des alertes. Il y a pas eu de conséquences. Donc, oui, alors il s'est trouvé que les gens qui la géraient, c'était un plein Covid, et ils étaient tous en distanciel. Voilà. Et puis voilà, c'est parti. On n'a pas contrôlé. Et c'est parti. Et ils ont mal géré leur risque. Et au lieu de faire porter, parce que là, clairement, leurs clients n'étaient pas assurés, parce que c'était tous des clients avec un certain montant, parce que c'était des VC, les plupart. Et plutôt de dire, vous aviez qu'à surveiller, parce que c'est a priori le job effectivement des clients qui ne sont pas assurés. Eh bien non, Janet Yellen est venue en disant, non, il faut sauver tout le monde. Et la dernière fois que je suis allée à une conférence sur ce sujet avec l'autre White, mais lui plus mainstream, eh bien, il était l'avocat de l'assurance 100% des dépôts, parce que ça stabilise le système. Donc, on remet des couches sur des couches sur des couches, et on déresponsabilise totalement le système, quoi. Okay. Et ça, c'est terrible. Bon, ça nous fait un petit un petit crash course en instabilité financière et fonctionnement du système bancaire. Mais il y a un autre sujet dont j'aimerais parler avec toi, c'est finalement le sujet de la conférence que tu viens de tenir dans le cadre de Bitcoin Normandie. Tu nous as parlé du rôle géopolitique de Bitcoin, notamment en tant que valeur refuge. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du papier, donc un papier académique, ce qui est assez intéressant, je trouve, parce que souvent on est perçu, je parle de l'écosystème Bitcoin au sens large, comme étant, on va dire, des gens pas très sérieux. Et donc là, on est sur un papier académique avec une méthodologie irréprochable, publiée dans une revue d'économie. Oui, de finance, oui, de finance. Finance Research Letter, c'est voilà,
voilà, elle est cotée, Mmh. donc il y a pas de problème. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, la problématique que tu as traitée dans ce papier Mmh. et les résultats que tu as trouvés? Oui. Alors, effectivement, moi, c'est donc, à cause de cette instabilité financière, c'est comme ça que je suis rentrée, sur Bitcoin, donc pour toutes ces raisons, puisque déjà, j'ai jamais cru à la capacité de l'État et des régulateurs à faire en sorte que nos systèmes monétaires, enfin, fonctionnent, de façon, de d'une façon qui permette à la population d'avoir une monnaie bien gérée. Voilà, je vais essayer de le reformuler correctement. Et donc quand Bitcoin est arrivé, moi, ce qui effectivement m'a attiré le plus dans l'objet, donc c'était déjà parce que c'était totalement spontané et privé, ce qu'on n'avait quand même pas vu depuis très longtemps, puisqu'on a vu des innovations de paiement privés, bien évidemment, mais elles dépendaient toujours du système tel qu'on le connaissait. Ce qui était décoiffant dans Bitcoin, c'était de se dire qu'on avait un système de paiement, enfin une architecture qui permettait des paiements sans en fait cohabiter, enfin sans transiter par le système habituel, quoi. Et c'est ça qui était hyper déroutant. Et je pense que c'est ce qui a aussi perdu beaucoup de personnes quand on leur a parlé de Bitcoin. En fait, entrer dans le Bitcoin, ça nécessite effectivement un petit peu quand même de gymnastique qui remet tellement en cause ce à quoi on a été habitué, que sans doute que le coût d'entrée peut être élevé pour certains. Donc c'est vrai que ce qui m'a tout de suite intéressée, j'ai trouvé, c'est cette capacité de s'extraire en fait de la contrainte légale. Et je me suis dit, ça, c'est quand même un truc important parce que dans le monde, on a encore plein d'endroits qui sont malheureusement sous une contrainte publique qui n'est pas crédible, qui abuse de son pouvoir. Et ça vient, en fait, ça vient comme un bouclier. En fait, effectivement, les populations abusées au niveau financier par leur gouvernement peuvent trouver dans Bitcoin, en fait, une protection qu'ils n'ont pas par ailleurs. Et donc, moi, j'ai vraiment cette idée depuis longtemps. Je me rappelle, j'ai harcelé mais plus d'un de mes confrères en recherche, en finance, en disant, mais tu veux pas tester cette dimension Et alors, à chaque fois, c'était alors je ne parle pas de 2014-2015, personne ne voulait m'écouter parce qu'on me disait il n'y a pas de données fiables, il n'y a pas de papier, ça intéresse personne. Après, bon, 2016-2017, on a commencé à avoir les premières publis académiques, mais c'était plus sur la volatilité, quelque chose comme ça. Donc, j'ai recommencé, j'ai essayé de trouver quelqu'un, et puis il y en a un, il avait presque dit oui. En plus, c'est un très bon prof de finance qui est parti à l'ESCP, mais pareil, non, mais c'est plus le moment, c'est plus le moment. Enfin bon. Et puis enfin, heureusement, j'ai mon collègue Messaoud Chiban qui est plus ouvert, je pense, que la moyenne, qui m'a dit oui, t'as raison, ça peut peut-être être intéressant d'aller regarder ça, parce que lui, il travaille beaucoup sur les scénarios de crise en portefeuille. OK. Et donc, je pense que ça a résonné pour lui. Il s'est dit, bah, après tout, oui, pourquoi pas aller C'est un voir. objet d'étude C'est un objet intéressant. d'étude intéressant. Et donc, voilà. Mais ça faisait vraiment. On l'a publié là. On a travaillé, on commençait à travailler sérieusement dessus en 2019. OK. Et mais moi, ça faisait depuis quand même 2014, quoi, que Ah oui. tu vois, 10 ans quand même pour sortir le papier, parce qu'en fait, effectivement, je ne trouvais jamais la bonne personne. Enfin, j'arrivais pas à avoir une audience. Et puis, bah, après, on a eu le temps qu'on calibre le modèle comme il faut. Enfin, bon, il y a eu des allers-retours. Et c'est vrai qu'en finance, bah, il a fallu aussi que moi, j'apprenne à pas trop essayer de m'épandre sur les vertus, enfin, sur en fait, l'ADN comment il a été pensé, en fait, dans sa structure. Parce qu'en fait, c'est la partie qui intéresse pas les journaux de finance. Ce qu'ils veulent, c'est des maths, Ouais, un c'est ça. Eux, ils veulent modèle, des tests de voilà. co-intégration, des tests de corrélation, Voilà, c'est tout ce et qu'ils veulent. les chiffres Voilà. parlent, mais on va pas regarder le sous-jacent. Voilà, exactement. Donc bon, voilà, on a trouvé un compromis. En tout cas, l'idée, elle était là. Et l'idée, c'était de dire, parce que j'avais fait un précédent papier avec un autre collègue qui était publié avant 2019, aux alentours de 2019, mais c'est pareil, c'était un papier qu'on avait commencé en 2016-2017, où malgré la volatilité, je voulais montrer qu'il y avait que le Bitcoin, en fait, il montait. C'est-à-dire qu'il est volatile, mais il monte, il a un trend de hausse. Et donc, pareil, là, c'était pour dire que c'était une réserve de valeur. Donc, par exemple, vous calculiez des choses comme des ratios de Sharpe pour montrer que... Alors là, non, on était plus sur la co-intégration, sur les Ok. techniques de co-intégration, pour montrer qu'en fait, il y avait bien une tendance de long terme dans le temps, donc avec des séries D'accord. temporelles. Ok.
Et l'idée, donc là, c'est pareil, j'avais un autre collègue qui était très Peut-être, moyen de excuse-moi, paiement. juste Oui, pour préciser à oui, l'audience, parce que nous, on parle entre oui, nous, mais c'est des choses un peu techniques. oui, Les tests de co-intégration, ça sert en général à aller un peu plus loin qu'un test de corrélation pour oui, montrer non pas simplement une corrélation, mais une causalité. une causalité, Donc, on oui. va prendre des séries temporelles et faire des tests statistiques dessus pour montrer qu'il y en a bien il y en a bien une qui est cause Oui. de la volatilité qui est générée sur l'autre. Voilà, c'est ça. Et donc là, l'idée, c'était, j'allais pareil à contre-courant, je disais oui, mais dans cette volatilité, il y a un mouvement de fond. Et ce mouvement de fond, c'est parce que le Bitcoin, il s'installe par la valeur, parce que les fonctions, effectivement, ça c'était la première entrée hein, en littérature économique, et c'était de dire le Bitcoin n'est pas une monnaie parce qu'il ne remplit pas la fonction de moyen de paiement, de réserve de valeur et d'unité de compte. Alors, souvent, la réponse que je faisais, c'est j'ai jamais vu quelque chose qui a les trois en même temps d'un seul coup. Qui a tout, qui est ficelé comme ça et qui est utilisé. Donc bien évidemment que c'est un faux procès, c'est un procès d'intention de dire que le Bitcoin n'est pas une monnaie. Et donc moi, mon idée, c'était de dire, il n'y a pas de monnaie. Donc là, je m'inscrivais un peu en marge même des pontes, des références de l'économie autrichienne, et notamment de Menger, puisque moi, mon idée, c'était de dire, la monnaie, c'est pas seulement un moyen de paiement, mais c'est un moyen de paiement parce que c'est une réserve de valeur, parce que je peux me projeter dans le temps. Et Ce qui donc, est une conception qui est quand même assez présente chez Mises, quand oui, même. Kémy, voilà, chez Mises, elle est plus présente. Puis, je pense qu'avec les épisodes qu'on a vus d'instabilité monétaire, nous, parce qu'eux, ils les ont pas vus, ceux-là, mais nous, on les a vus, comme je rappelais tout à l'heure, dans tous les pays d'Amérique latine, en Amérique latine, ils savent ce que faire la différence entre une réserve de valeur et une monnaie, et ils savent dépenser la monnaie parce qu'elle n'est pas réserve de valeur, et prendre le dollar dans leur projection de business, parce que c'est la c'est la seule façon pour eux de continuer leur vie économique. Donc moi, je voulais montrer que le Bitcoin allait débarquer par cet angle-là, et effectivement pas par le moyen de paiement pour le moment, parce que effectivement peut-être un peu compliqué d'accès. Donc, mais en tout cas, et donc c'était l'objet de l'étude. Et donc c'était ma première porte d'entrée, et on avait quand même réussi à effectivement avoir cette petite démonstration. Bon, on s'est fait beaucoup critiquer parce que tout le monde rigolait en disant oui, mais il y a de la volatilité. Moi, je disais mais c'est pas ça mon propos. C'est dans la volatilité, il y a une trend de hausse, et effectivement quand on regarde le pricing du Bitcoin, il est jamais redescendu à chaque palier, il est jamais redescendu en dessous du précédent. C'est ce que j'essaye. Donc ça veut bien dire qu'il y a une forme d'adoption, puisqu'il ne redescend pas en dessous. C'est des choses d'ailleurs que sur Twitter ou les réseaux sociaux, dans les milieux Bitcoin, on voit beaucoup, où souvent, effectivement, on a soit des mimes, soit des graphiques, où Oui, on montre bien qu'il y a une sorte de lame de fond, exactement. et que on fait toujours des plus bas qui sont plus hauts que le précédent, Exactement. et des Oui. plus hauts qui sont plus hauts que Oui. le précédent. Il Et faut expliquer pourquoi. C'est que c'est le ça. plus haut, il est jamais plus bas que le précédent. Et effectivement, c'est très intéressant parce que il y a cette idée en finance que la volatilité est équivalente au risque, que c'est Oui. la même chose. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont le cerveau câblé finance, qui regardent Bitcoin et qui disent ah non, non, mais c'est très volatile, donc ça peut pas être bien. Alors qu'il y a peut-être une autre interprétation qui consisterait à dire la volatilité est créée endogène par la performance. Oui. C'est-à-dire que pour quelque chose qui grossit aussi vite, Oui. finalement, ça va Et qui est inélastique. qui En est plus. inélastique, ça va, donc c'est rigide, c'est le prix qui va Ouais, ajuster les exactement. comportements sur le marché. Et il y a aussi, parce qu'il y a beaucoup de performances, il y a beaucoup d'incitations à prendre du levier, à spéculer Exactement. dessus, Oui. etc. Et donc finalement, c'est la performance qui C'est le crée la bruit, volatilité. exactement. Oui. Et donc la volatilité n'est qu'un bruit. Exactement. Moi, c'est ce que j'essayais de montrer, de leur dire, mais c'est du bruit. Alors, effectivement, c'est un bruit nécessaire parce que Bitcoin, c'est pas une monnaie comme nous. Enfin, c'est pas, on peut pas comparer le développement de Bitcoin avec nous, notre développement monétaire. Bien C'est pour sûr. ça que toutes les questions sur le théorème de la régression, je trouvais ça complètement inutile. Enfin, on n'est plus autant de la monnaie or. On l'a la monnaie. On peut pas penser en termes non monétaires. Donc, c'est complètement, c'est des discussions linéaires qui n'ont pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de voir pourquoi il reste. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc voilà, donc ça c'était le premier papier. Et donc la suite, c'était de montrer ce côté géopolitique. Parce que dans l'idée enfin, en tout cas moi qui m'intéressait, c'était de dire, comme il a cet aspect où il représente un bouclier, forcément il va s'installer plus facilement. Il va être adopté plus facilement, il va être recherché plus facilement dans des endroits où on a des tensions. Et alors, c'est pour ça que mon collègue m'a dit, on va regarder quand il y a des stress géopolitiques. Donc c'était... Alors, c'est Oui, très intéressant comme oui, perspective et je pense que tu savais peut-être pas ça, mais j'ai écrit un papier, alors pas académique, parce que moi, c'est pas mon truc, en
fin 2021 ou début 2022, qui s'appelait The Road to Financial Repression, sur la route de la répression Oui, financière, effectivement. et où j'essayais de montrer que les situations budgétaires des États aujourd'hui leur laissaient très peu de choix pour arriver à résoudre la quadrature du cercle au niveau de leur bilan et de leur financement, et que si on regarde un peu l'histoire par le passé, en général, la mesure politique qu'ils choisissent, parce que c'est la plus facile et la plus indolore en termes de Oui. réputation politique, c'est la répression financière. Mhm. Donc cette idée de bloquer les taux auxquels qu'on va fournir aux épargnants pour financer la puissance publique en dessous de ce que serait leur valeur de marché, notamment en dessous de l'inflation, Oui. donc d'avoir des taux réels négatifs, Oui. et que dans ces environnements-là, de manière générale, on a aussi beaucoup de mesures qui doivent être mises en place pour éviter la libre circulation des capitaux, des contrôles de capitaux, des obligations sur les institutions financières dans ce qu'elles peuvent détenir à leur bilan, et on Tout à revient à ce fait. qu'on disait au Ouais, début. complètement. Bah Et là, la, puis là, on l'aggrave avec le vert et le Mhm. marron. Et la conclusion de l'article consistait à dire, dans cet environnement-là, Bitcoin peut être un ovni, parce que fondamentalement, c'est le seul truc que vous pouvez détenir, c'est résistant à la censure, etc. Exactement. Et donc, plus on va s'approcher vers la répression financière, plus finalement Bitcoin va être adopté. Et c'est très intéressant ce que tu racontais tout à l'heure, parce que moi, j'avais pris les chiffres que j'avais pu trouver à l'époque, et j'avais remarqué que sur des études donc en per capita basis, donc c'est-à-dire si on regarde pour le nombre d'habitants et pour le Oui. revenu disponible, Bitcoin, il y a une sorte de corrélation, alors pas tout à fait parfaite, mais assez forte quand même, entre le niveau de répression financière dans un pays et l'adoption Oui. de Bitcoin par la population. Ouais, enfin, moi, je suis vraiment une convaincue de la première heure parce que on peut pas, enfin, je veux dire, on peut pas avoir Bitcoin qui s'installe que parce qu'il y a de la spéculation. Enfin, c'est une porte d'entrée, mais elle n'expliquerait pas cette tendance haussière en fait. C'est ça. Pour qu'il y ait une tendance Voilà. haussière de Il long faut qu'il y terme, ait il faut qu'il y ait un un usage usage. Et cet fondamental. usage-là, je pense qu'effectivement, tous les gens qui sont dans des pays, et comme je disais tout à l'heure, enfin moi, quand dans ma salle de classe, j'ai 3 Libanais, 2 Argentins, c'est le festival parce qu'ils adressent les autres étudiants en leur disant mais parce que je fais des débats en général, j'essaye de rendre vivant parce que je veux qu'ils comprennent que faut qu'ils comprennent les choses vraiment quoi. Il y a pas de récitation là-dedans et c'est vrai qu'ils leur disent mais vous vous rendez pas compte, c'est quoi cette histoire mais sans Bitcoin, je veux dire, on a plein de gens, ils ont été laminés heureusement. Alors il y en a qui se sont fait les premiers qui n'ont pas pu à temps enlever, oui, mais ceux qui avaient de l'argent liquide, non. Tout ceux-là, ils ont été sauvés parce qu'après ils ont été achetés effectivement des bitcoins autrement par d'autres canaux, mais ils ont réussi à se sauver. Mais donc finalement, en fait, d'une certaine manière, les Français ont du mal à Ouais. comprendre l'utilité de Bitcoin parce qu'ils ont des institutions qui sont encore à peu près correctes, on Et va ils les dire. aiment. Et ils les aiment. Mais ce que tu disais, c'est que finalement, si je mets dans une pièce un Chinois, un Iranien, un Vénézuélien, un Libanais, un Argentin, les gars, ils sont d'accord, Bitcoin, ça sert à quelque chose. Oui, exactement. Eux, ils ont vraiment le vrai sens de l'utilité. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et ils disent, mais vous n'avez pas compris, quoi. Je veux dire, c'est quand même pour nous qu'avons des gouvernements qui ont pris des décisions enfin, d'urgence parce que nous, ça a été notre voie pour nous sauver et nous mettre à l'abri. Et même si c'est pas idéal, c'est mieux que si on l'avait pas eu. Voilà. C'est-à-dire que si on compare à il y a 50 ans, ben, on est mieux. C'est ça, c'est-à-dire que vos discussions sur le sexe des anges, ça nous intéresse pas. Oui. Dans la réalité, c'était une bouée de sauvetage et il n'y en avait pas d'autres. Et il n'y en avait pas d'autres. Peut-être qu'elle vous plaît pas parce qu'elle n'est pas exactement de la bonne couleur, etc. Exactement. Mais si ça sauve alors des vies, c'est peut-être un peu beaucoup, mais dans ces situations, des destins, voilà. Je pense. Si ça sauve des destins, c'est quand même utile. Il y a quand même des gens qui ont pu, d'abord, qui ont pu partir à l'étranger après ça, parce qu'ils n'étaient pas ruinés, donc ils ont pu s'en aller. Et donc, ils vous expliquent, ils étaient quand même bien contents enfin, heureusement qu'ils ont eu cette alternative. Et ils n'ont pas tous été, d'ailleurs, tout le monde n'était pas informé, malheureusement, de la même façon. Mais ça, on n'y peut rien. Et ça, donc, c'est un aspect que j'ai toujours vraiment trouvé fondamental. Et donc là, on s'inscrivait dans une littérature beaucoup plus classique, parce que l'étude sur les valeurs refuges, enfin voilà, il y a la réserve de valeur, mais on distingue toujours les deux. La réserve de valeur, c'est contre l'inflation, la valeur refuge, c'est contre les risques aigus de crise. Et effectivement, l'or, elle a toujours été un peu dans les deux. On est à la fois réserve de valeur, parce que traditionnellement, quand il y a des pics d'inflation, on se tourne vers l'or.
Pareil pour la valeur refuge, alors avec effectivement un dont on parle pas si souvent, en tout cas au niveau de la diffusion populaire, c'est le franc suisse, qui a souvent été effectivement une valeur refuge de par le statut politique de toute façon de la Suisse, hein, son statut de retrait. Et effectivement, comme je l'expliquais, je pense, en tout cas, bon, c'est une explication personnelle parce que c'est pas, il y a pas vraiment de documentation, sauf qu'effectivement, l'or était bien attaché au franc suisse beaucoup plus longtemps, ils l'avaient dans leur constitution, c'était constitutionnel jusqu'à la fin des années 90. Et ils l'ont abandonné Ils l'ont- vraiment en 2001, quelque Voilà, chose c'est comme ça. ça. Hein. Donc, quand même, enfin, je pense que mon explication n'est pas complètement idiote, puisque l'or a l'avantage d'être une réserve, mais a le désavantage de ne pas pouvoir servir dans la vie, puisqu'il faut le convertir en quelque chose pour l'utiliser. Or, justement, le franc suisse, c'est de l'or sous forme de paiement. Et c'est d'ailleurs, c'est très intéressant. Je ne sais pas si tu as déjà pris par exemple des pièces de 5 francs suisses et que Non. tu les fais teinter les unes contre les autres. En fait, il y a encore pas Il y a mal de encore, teneur oui, argent. pareil. Et donc ça fait Ah, un c'est son, d'accord, tu sais, argent. très aigu. Et c'est marrant, je trouve, cette espèce de trace d'histoire monétaire qu'on retrouve Oui, encore dans oui, dans les en pièces. Suisse, oui, non, c'est intéressant. Et donc, comme j'avais travaillé sur un article justement sur le franc suisse pour montrer cette originalité, puisqu'effectivement, pendant la crise de 2012, et avec la crise grecque, bah, le franc suisse, il avait aussi, du coup, il avait continué à monter, ce qui avait donné la situation ubuesque où tout le monde s'était offusqué qu'ils aient arrêté leur taux de change fixe avec l'euro. Mais c'est d'être rentré dans le taux de change fixe avec l'euro qui était une folie. Enfin, une monnaie forte qui s'attache à une monnaie plus faible, puisque relativement l'euro était trop jeune pour être une monnaie forte, c'était délirant, quoi. Et les Suisses, ils ont dû renoncer parce que c'était complètement intenable comme équation. Ouais, leur pays est beaucoup trop bien géré pour qu'ils aient le même Oui, taux de et change puis que l'euro, quoi. et ça, alors là, pour le coup, c'était une belle illustration de marché politique, hein, puisque comme il y a beaucoup d'exportateurs en Suisse, enfin, c'est un pays d'exportateurs, bah oui, ils avaient dit, ah bah non, mais nous, on veut un taux de change fixe avec l'euro, parce que c'est plus simple. Donc, Bah, ils c'est n'étaient ça. pas fous. C'est-à-dire que pour expliquer, en fait, ces gars-là ont intérêt à avoir un taux de change qui est plutôt faible, dévalué bien sûr. parce que ça leur permet d'être plus compétitifs. Exactement. Et donc, finalement, ils disaient non, mais l'euro, c'est très bien, probablement Exactement. en utilisant d'autres arguments, pas en disant oui, c'est pour gagner du fric. Mais non, c'était bien sûr que c'était ça, c'est bien. Comme Là, ça, le leitmotiv, bien sûr. Exactement, habituel, on va avoir un grand marché, etc. Et puis, bah, ils sont revenus là-dessus parce que leur monnaie, enfin, la demande a augmenté de façon très significative avec les différents événements d'instabilité de la zone euro. Et bon, bah voilà, ils en sont. Donc, j'avais travaillé sur ce thème-là, donc c'est pour ça que je m'étais dit, bah tiens, c'est intéressant, on peut regarder le franc suisse, mais bon, il est quand même dans le panier en général. Donc, j'avais fait franc suisse, l'or, et puis effectivement, les indices américains, puisque comme le marché américain marché financier américain étant le marché dominant par excellence, effectivement, quand il y a des stress, on va aller là où c'est plus facile, où c'est plus liquidable, où voilà. Voilà, et on va là où la liquidité, parce l'operating system d'une certaine manière de Wall Street, c'est le dollar. Exactement. On va vers les actions. On va vers le dollar parce que le dollar est plus facile après à reconvertir en autre chose. Et puis, je pense qu'il y a aussi une sorte d'espèce de dynamique de théorie des jeux où parce que on sait que le dollar est la monnaie hégémonique, les gens vont aller vers le dollar. Ah oui, et après, du coup, il y a un jeu d'anticipation. On dit parce qu'on sait que tout le monde va aller vers le dollar. Oui, il y a la liquidité, elle est là-bas. C'est autoprophétique. Oui, bah, de toute façon, aujourd'hui, je crois que c'est tout à fait clair. Et donc, c'est pour ça qu'après, on s'est rattaché au papier existant. Et comme j'ai montré dans la recherche académique sur les valeurs refuges, c'est ça. On utilise aussi d'autres matières premières, hein, comme l'argent, le pétrole. Mais en termes de valeurs refuges, pour pas être coincé après, c'est-à-dire liquidable, c'est quand même des actifs plus liquides qui sont plus performants. Et puis je pense aussi peut-être le défaut de certaines matières premières, c'est que parce que ça a des usages réels, il y a des dynamiques de cycle de production également derrière. Qui vont en fait, se tamponner avec d'autres cycles. Voilà, donc parfois c'est un peu monétisé dans des cas de crise. Exactement. Parce que voilà, ça peut servir à quelque chose, mais du coup ça fait monter le prix. Ça donne entre guillemets, ça crée des bénéfices latents pour les producteurs s'ils augmentent la production et vous faites dévaluer. En fait. Exactement. Et donc, en fait, ces matières premières, elles sont presque meilleures en réserve de valeur, finalement, qu'en valeur refuge. Parce que la valeur refuge, il y a quand même cette idée qu'on y est parce qu'on est en refuge, mais on a besoin de liquidité. C'est parce qu'on est coincé en liquidité qu'en fait, on a un problème à gérer de liquidité. Selon les termes de, je pense, la personne qui a créé le plus de concepts utiles pour comprendre Bitcoin, malgré le fait qu'il n'arrive pas à le comprendre lui-même, on peut dire qu'une valeur refuge, en fait, c'est antifragile.
Oui. Là où une réserve de valeur, c'est pas tellement son rôle. Son but, Ouais. c'est d'être résistant à l'inflation. Exactement, c'est d'être, quelque chose que vous allez récupérer et que vous allez pouvoir vendre avec, un rendement positif. Puisque en Mmh. fait, c'est ça, hein, c'est juste que ce que vous voulez, c'est d'avoir un rendement positif sur, la durée de détention. Est-ce que tu peux peut-être, par exemple, nous donner un exemple de choc géopolitique récent et de comment se sont comportés alors, on n'a pas besoin de rentrer dans les chiffres Oui, oui. précis, hein, mais je pense notamment par rapport à la guerre en Ukraine. Oui, alors la guerre en Ukraine, elle a été, elle a fait d'ailleurs ça a été quand même un moyen de faire comprendre au public que le bitcoin, c'est pas que des gens qui achètent et vendent pour faire un profit. En tout cas pour les voilà, pour la population française, par exemple, qui est plutôt baignée dans cette idée, parce qu'ils ont du mal à se dire qu'effectivement au Nigeria ou en Argentine, ça a vraiment une utilité ou au Liban. Parce qu'ils ont vu effectivement, ce que là, on a eu à un moment donné, voilà, au mois de février, une annonce choc. Il faut prendre des mesures et pour mobiliser les fonds, puisque c'était ça qui était parce qu'il fallait mobiliser des fonds pour avoir, de la nourriture, des équipements, des armements et là, Bitcoin intervient comme étant un véhicule. En tout cas un véhicule un instrument de paiement efficace puisque et comme effectivement, il échappe à la censure, de la Russie, enfin la Russie peut rien faire contre le bitcoin, pour empêcher les paiements, donc il peut pas, voilà, il peut pas faire en sorte de ralentir. Bah, finalement, et en Ukraine, comme tout est désorganisé, bah, finalement, c'est l'élément salvateur puisque, face à un système de paiement qui va être, effectivement perturbé par l'événement géopolitique, puisque là, c'est physique, hein, c'est une guerre, hein, donc on a des systèmes qui fonctionnent plus, on a la communication qui fonctionne plus et donc, on s'aperçoit que contre ça, eh bien, Bitcoin est hyper efficace puisque lui, son système n'est pas atteint. Les paiements ont lieu, même s'il y a la guerre, elle est en Ukraine. Et donc, effectivement, pour la première fois, donc ça, c'était quand même une grande nouvelle, des paiements d'armement non pas illicites, mais licites, tout à fait légaux, vont se produire en bitcoin, puisqu'on parle souvent de trafic, mais là, c'était pas du trafic, Ouais, non, là, c'est c'était tout à fait des gouvernements qui des contrats payaient, internationaux exactement, d'armement, qui était etc. fait en bitcoin. Et puis, effectivement, cette mobilisation pour acheminer des biens et qui étaient payés de la même façon en bitcoin. Donc Donc effectivement, Dassault fait bouillir les océans, c'est ça? voilà, exactement. Et donc ça, c'est intéressant puisque pour une fois, on voyait que Bitcoin résolvait des problèmes lorsqu'on a une crise gouvernementale qui compromet en fait, le réseau économique, puisque là, c'est ça qui est en cause. Et je pense que cette crise géopolitique est très riche aussi d'exemples, puisqu'il y a un autre aspect qu'on n'a pas forcément encore mentionné, c'est aussi la population. C'est-à-dire Oui. que Ah oui, alors elle, pour le coup, elle est devenue détentrice très voilà. fortement de Bitcoin, oui. Et je pense que ça rejoint un peu une question qu'on t'avait posée là-bas, mais on dit souvent dans Bitcoin que ça sert à rien d'acheter une assurance anti-incendie quand la maison brûle, et que je pense que, moi je l'ai vu dans des relations personnelles, que les Russes et les Ukrainiens, pour des raisons différentes, les Russes pour des raisons de sanctions, les Ukrainiens à cause de la guerre et donc enfin, finalement la perte des infrastructures financières qu'ils avaient, ceux qui préalablement détenaient du Bitcoin en détention propre, ont été beaucoup moins impactés que finalement les gens qui ont besoin d'acheter l'assurance le jour où la maison est en feu. Ah oui, complètement. Là, on a aussi constaté qu'effectivement, il y a ceux qui avaient déjà une intuition et qui se disaient qu'il fallait qu'ils se mettent à l'abri de potentiels risques, et ils ont eu bien raison, et ceux qui ont dû le faire dans l'urgence. Mais et là, on a aussi vu un autre élément, c'est un gouvernement qui s'est mis à être favorable au Bitcoin aussi. C'est-à-dire que le gouvernement ukrainien, voyant l'efficacité opérationnelle du Bitcoin, s'est dit, bah, je vais peut-être faire des lois pour faciliter. Alors après, ils ont eu du mal parce que ils se sont fait dépasser. Enfin, le succès était tel que finalement, ça venait contrer l'utilisation de la monnaie, de la monnaie locale, quoi. Donc, Ah, c'est donc une ils boîte ont de dû Pandore à ouvrir pour un exactement. gouvernement. Donc, je sais qu'après, je crois qu'ils ont un peu mis quelques freins parce qu'ils se sont dit, ah là là, mon Dieu, la population va peut-être basculer, ou en tout cas beaucoup, surtout ceux qui détiennent Ils se sont dit merde, on va créer le super cycle, faut les arrêter. Et donc ils ont effectivement fait machine arrière. Enfin, en tout cas, ils ont créé quelques freins
pour diminuer la vitesse parce qu'en fait, ils se sont retrouvés débordés en fait, par leurs propositions très favorables d'adoption de Bitcoin. Et dans le camp d'en face, je trouve qu'il s'est passé des choses intéressantes aussi. Donc pour rappeler à nos auditeurs, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, nos génies nationaux ont décidé de sanctionner la Russie de plusieurs manières. Et ils ont fait quelque chose qui est assez inédit dans l'histoire, qui à mon avis même peut-être est inédit, parce que je crois que même pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas fait ça, qui était de saisir les avoirs russes détenus dans les banques centrales occidentales, spécifiquement la Banque centrale européenne, la Banque nationale suisse et la Fédérale Réserve. Donc on parle de, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 600 milliards de dollars. Oui. Donc c'est pas une bagatelle. Et ça, fondamentalement, c'est l'épargne extérieure du pays. C'est-à-dire les excédents qu'ils ont accumulés, donc pour la Russie, essentiellement en vendant de l'énergie, je suppose, pendant des années. Ça, Et donc, si on regarde la Russie comme un ménage, finalement, c'est le bas de laine, quoi. C'est vraiment l'épargne du pays. Et donc ça, on a gelé l'accès à ces comptes, on a saisi. Et on a également même parlé, je ne sais pas jusqu'à quel point on a été d'ailleurs, de saisir même des biens appartenant à des citoyens russes en Europe, etc. Alors là, on n'est pas allé, on n'est pas toujours allé jusqu'au bout, si ma mémoire Bon, n'est tant pas mieux, défaillante. Non. Ce serait affolant qu'il y ait à ce Parce point-là que une atteinte au droit de propriété. oui, le problème, c'est qu'après, on fait une espèce de liste de qui on liste comme étant non désirable et qui on liste. Parce que parmi les Russes, il y a aussi de tout. Hein. Voilà, il y a ceux qui font allégeance parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. Il y en a qui font vraiment allégeance parce qu'ils aiment. Donc, oui, c'est... Mais au moins, je pense que c'est assez inédit parce que même quand on sort l'Iran, enfin quand il y a des blocages comme ça sur l'Iran, c'est pas, on saisit pas, on n'a pas saisi. C'est ça. Moi, les gens qui se font sortir de Swift, voilà, ça arrive de temps en temps. Oui, ça existe. Mais les saisies pures et simples comme ça, moi, c'est la première fois. Après, je connais pas toute l'histoire financière que j'ai entendu parler de ça. J'ai pas de. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça fait presque preuve d'une grande naïveté, non, de la part de Poutine et des dirigeants russes, d'avoir gardé autant d'épargne dans des institutions qui étaient dans le camp d'en face au moment où ils déclenchaient la guerre. Quelque part, oui, ça peut être étonnant de se dire que finalement, ils ont toujours vu ce système-là comme un système libre et qu'il ne pouvait pas y avoir de. Parce que ça fait depuis presque 2014, je crois que la Russie essaie de se dédollariser, voilà, ils le font vraiment. Et donc moi, ça m'a un peu interloqué, cette espèce de... On présente toujours Poutine comme Garry Kasparov, quoi, cette espèce de joueur d'échecs génial. Mais là, il a donné une reine quand même. Hein. Oui, non, là, il s'est exposé. C'est vrai qu'il aurait quand même pu... Parce que, à nouveau, c'est pas nouveau qu'on bloque des comptes, qu'on bloque... Donc, il pouvait bien... Enfin, il pouvait se projeter et se dire que ce qui était plus chez lui était potentiellement saisissable par les gouvernements extérieurs. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant de sa part, lui qui est complètement parano en plus, d'avoir oublié que cette partie qu'il mettait bien au chaud n'allait peut-être pas être bien au chaud comme il faut, quoi. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'il ait fait cette erreur pour Bitcoin, parce que j'ai l'impression... Il a changé son... Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça a été assez rapide, en fait. Dès lors où il a compris qu'on allait saisir ses actifs, il était en train d'interdire, au moment... je pense ne pas me tromper, mais c'était... Au moment de la guerre de l'Ukraine, c'était après l'interdiction en Chine du minage et du... Oui, tout à fait, qui a eu lieu à l'été 2021. En 2021. Et pour moi, c'était dans la suite, la Russie commençait à vouloir faire la même chose. Et d'ailleurs, les régimes autoritaires, de toute manière, ont tendance à vouloir interdire Bitcoin au maximum. Hein. Ah, complètement. Et en fait, donc, il était dans cette dynamique-là, et tout d'un coup, il se réveille en mars 2022 en se disant « Ah, là, je suis gelé. » Donc, peut-être que finalement... alors, les Chinois me proposent leur Swift chinois. Bon... C'est pas très liquide. Oui, c'est pas tous les jours qu'il y a des opérations. Ça prend du temps, c'est coûteux. Et puis c'est quand même la monnaie Monopoly, la monnaie chinoise. C'est-à-dire qu'elle est contrôlée comme tout en Chine, de manière complètement centralisée par la puissance publique. Et quand on regarde juste les agrégats d'évolution de la masse monétaire en yuan et des dettes en Chine, c'est hallucinant. Oui, complètement hallucinant. Mais ça, on en parle moins parce que c'est la Chine. Mais on critique Trump.
Vaut mieux critiquer Trump que de critiquer Xi Jinping. Mais, mais effectivement, je pense que là, ils ont eu un moment de réflexion, là pour le coup, un réveil, et ils se sont dit finalement, je ferais mieux de arrêter ma persécution du Bitcoin et de me dire que finalement c'est un ami pour moi en ce moment. Mmh. Voilà. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, au moment où on tourne cette entrevue, on a beaucoup de discussions sur les réserves stratégiques en Bitcoin. Donc les yeux sont tournés vers Donald Trump et les États-Unis, vers Cynthia Lummis, la sénatrice du Wyoming, qui Oui, qui proposait ce proposait, projet de ouais, loi. tout à fait. Mais finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça fait presque plus sens que certains Aucun. pays qu'on appelle en général les BRICS, qui nous font En est une. qui Mmh, nous font bien sûr. depuis 20 ans des sommets monétaires Mmh. pour se rendre compte à chaque fois que de toute façon ils peuvent pas se mettre d'accord Non. sur un élément apolitique et neutre qu'ils vont Mmh. pouvoir utiliser Mmh. pour faire du settlement. Ce serait presque plus logique en Ah fait complètement. qu'on regarde ce qui se passe en Chine, en Russie, peut-être en Inde, peut-être dans des pays comme ça qui sont particulièrement réprimés par les sanctions financières de Mmh. l'Occident ou au moins non alignés, puisque l'Inde a quand même une capacité à jouer sur les deux tableaux Mmh. qui est Très assez forte. impressionnante, oui. Finalement, on dit dans Bitcoin souvent Bitcoin is money for enemies. Alors à ne pas comprendre, c'est la monnaie de l'ennemi, mais Mmh. c'est une monnaie que des ennemis entre eux peuvent utiliser justement Exactement. parce que Mmh. ça fonctionne. Mmh. Et donc, qu'est-ce que tu penses, toi, déjà, des réserves stratégiques en Bitcoin et peut-être avec une dichotomie entre les États-Unis et Oui. ces pays sous Oui, oui, sanctions? complètement. Moi, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir si la Russie va continuer à favoriser, voire à détenir des bitcoins que les États-Unis. Parce qu'en plus, donc il y avait je pense que tu as dû le voir passer, le papier de Selgin qui critique en fait la réserve stratégique de Bitcoin en disant mais aux États-Unis, on n'a pas besoin de réserve. Mm. Ça n'a aucun sens de parler d'intérêt à avoir une réserve puisque nous fournissons la monnaie au monde entier. Donc, pour comprendre, voilà, pour pas trop complexifier, vous savez tous que les banques centrales, enfin, quand on fait des règlements internationaux, eh bien, effectivement, la monnaie, encore aujourd'hui, c'est quand même le dollar. Donc, ça veut dire que les autres pays doivent détenir des dollars pour pouvoir payer. Donc, nous avons des réserves de change, nous, parce que notre monnaie n'est pas internationale. Mm. Mais les États-Unis, pas du tout, Bah puisque oui, eux, ils vivent à eux, ils crédit. vivent à crédit. Donc, et eux, ils n'ont absolument pas besoin de réserve de change. Donc, le point de Selgin qui était intéressant et qui, par contre, fait comprendre à quel point des pays comme la Russie et les autres, eux, ont aussi intérêt, c'est qu'en effet, pour des pays dont leur monnaie n'est pas internationale, il est intéressant de se poser la question du Bitcoin comme réserve stratégique, puisque ça permettrait d'avoir un autre type de réserve et peut-être de s'extraire de la contrainte du dollar. Alors que pour les États-Unis, ça n'a pas d'intérêt. Et on va peut-être, dernier point auquel ça me fait penser, j'ai vu pas mal d'arguments qui consistaient à dire oui, mais c'est aussi pour la soutenabilité de la dette américaine. Et, et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre parce que même si, allez, on est très bullish et qu'on dit ils vont acheter 1 million de bitcoin et qu'on place le prix de chaque bitcoin à 1 million de dollars, ça fait 1000 milliards de dollars. C'est le déficit au premier trimestre américain pour cette année, c'est 771 milliards de dollars. Et la charge des intérêts sur la dette, c'est aujourd'hui plus de 1000 milliards de dollars aux États-Unis. Donc en fait, c'est une variable d'ajustement, ça change absolument rien. Non, non, ça change rien. Et de toute façon, c'est très bien. Enfin, ça, c'est la raison pour laquelle les États-Unis peuvent s'endetter bien plus que nous aujourd'hui, puisqu'effectivement, ils le sont plus que nous, mais je veux dire, ils n'ont pas de problème. C'est qu'ils délivrent de la croissance. Donc, je veux dire, c'est comme une entreprise. Hein. Plus vous délivrez vos promesses, plus on vous prête. Bah, les États-Unis, c'est pareil. Donc, tant qu'ils n'ont pas de croissance, alors effectivement, c'est des sommes astronomiques, mais eux, c'est quoi le problème? Puisque de toute façon, c'est eux qui fournissent les innovations et les projets de demain. Donc, c'est un peu normal qu'ils soient financés sans aucun problème. Plus tout ce qu'on a dit à propos de la dette qui sert à plein d'endroits différents du système financier aujourd'hui. Il y a une sorte de demande créée par les normes, de toute manière. Alors là, entre le moment où moi j'étais étudiante et aujourd'hui, la demande en titres souverains, gouvernementaux, elle a explosé de par les normes. Elle est demandée partout. Et maintenant, comme on a depuis, il faut savoir que depuis la crise de Lehman Brothers, les régulateurs ont été marqués, traumatisés par le risque de contrepartie avec Lehman, parce qu'ils ne savaient pas que Lehman avait autant de contreparties, donc a fait couler autant d'autres business dans ces deals. Donc la réglementation a incité à passer de deals
entre 2 entreprises à passer des deals avec de la collatéralisation. OK. Et guess what? Bah, la collatérale, c'est quoi? Eh ben, c'est de la dette publique parce que c'est le plus sûr, le machin, le plus liquide. Donc, alors là, on a remis une pièce dans le jackpot et on est reparti. Donc, on a plein de demandes, en fait, Donc ça, de c'est ce que tu décris, le passage des marchés de financement ouais, au jour le jour, donc de refinancement ouais, internationaux, qui sont un peu le cœur nucléaire du système complètement. bancaire, au marché de repo qu'on connaît Exact, aujourd'hui, qui est où énorme, qui était pas du tout dans ces proportions Hmm. il y a 20 ans, ça n'existait pas. Enfin, Donc le repo, c'était tout petit, quoi. avant, ils se faisaient confiance. Là, la Ouais, confiance a été rompue, donc on a dit non, maintenant vous devez poster du collatéral pour obtenir de la exactement. liquidité à court terme, et ça crée une demande Ah, artificielle pour complètement. les treasuries américains. Exactement. Ouais, ouais. Et donc là, quand on vous dit, bah, et c'est pour ça que certains, d'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre parce qu'ils sont plutôt, voilà, plutôt libéraux, vont jusqu'à dire, il faut que le Trésor ait plus de dettes en Treasury bills, parce que sinon le système peut pas, on peut pas accompagner sa croissance. Donc c'est délirant, C'est quoi. dingue, hein. Donc on a d'un Ouais, côté des gens qui ouais, disent ouais, la dette américaine atteint des records, c'est insoutenable, ouais, etc. Et des gens qui sont peut-être plus à l'intérieur de ouais, la superstructure ouais, financière qui disent non, on a une pénurie de dette exactement. américaine parce Ouais, que notre système est ainsi fait qu'il en a une demande quasiment exactement. infinie Ouais, et ça peut causer des problèmes d'instabilité financière si exactement. on Si on en vient à a pas assez. manquer ce collatéral qui sert finalement d'huile dans les Exactement, rouages du ouais. moteur. Ouais, ouais, et c'est quand même c'est fou quand on pense à ça, quoi. Et Ah moi, oui, non mais je connais, plein même d'économistes, aux États-Unis, plutôt free market qui commencent à développer ces thèses-là, quoi. Qu'en fait, il faut que non, il y a pas il y a de toute façon, tu vois bien, il y a pas d'inflation, donc faut y aller, faut faire de la dette. J'avoue, je suis restée un peu pantoise devant le constat parce que je trouve ça délirant, quoi, qu'on en arrive à se dire qu'il faut plus de dettes. Mais voilà, c'est un peu le constat. Et donc, pour revenir à la question de la réserve stratégique, effectivement, elle n'a pas d'intérêt pour les États-Unis. Enfin, et, c'est vraiment de la pub, quoi. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on voit se profiler une shitcoin stratégique Ben réserve et ouais, pas ouais. une Et bitcoin ben, stratégique c'est réserve. exactement ça le risque. Enfin, je pense que tous les gens voilà, les purs bitcoins ont dû être, enfin, D'une doivent être très, très tristes. d'une certaine manière, c'est juste une mesure politicienne Ah, comme on en voit en complètement. démocratie, Ah, où il a complètement. acheté une Oui, partie des gens qui ont voté pour lui. exactement. Et on voit aujourd'hui avec les gens qu'il a intégrés dans son administration, comme par exemple David Sachs, qui est quand même un tsar de la crypto, comme on dit, Ouais, c'est-à-dire qu'il a des billes dans tout l'écosystème Solana et tous les ouais, shitcoins, ouais, meme ouais. coins qu'on voit pumper aujourd'hui. Et bizarrement, quand on voit la manière dont ça se profile depuis l'inauguration, en fait, on est plus sur démocratie as usual. J'achète des électeurs en leur Ouais, promettant de leur distribuer des prébendes ouais, et je redistribue à mes capos, aux gens ouais, qui ont structuré mon camp, qui m'ont ouais, fait ouais, élire, qui m'ont permis de lever des ouais, fonds, ouais, qui ont ouais. fait mon lobbying, finalement en faisant monter les actifs qu'ils possèdent déjà. Exactement. Et ça, c'est très triste, c'est de toute façon de la partie. Voilà, moi, j'avais pas beaucoup d'espoir en Trump parce que de toute façon, c'est un type qui est à fond Oui, puis dans le lobbying le plus non, mais pur. puis t'as l'expérience, tu sais que de toute façon les Oui, politiciens sont guidés oui, par oui, leurs incitations. exactement. Et donc, mais c'est triste effectivement. Enfin, je veux dire, cette sortie sur la réserve stratégique, c'était vraiment le truc qu'il fallait pas dire, quoi. Mm. Parce que tous les gens s'en emparent. Ça veut dire que c'est un actif sûr. Alors, effectivement, je comprends. Ça permet d'avoir le Bitcoin sur la place publique. Voilà, ça, c'est peut-être l'effet positif, mais l'effet négatif, c'est pour une très mauvaise raison. Mm. Donc je ne sais pas s'il va vraiment, si de notre côté en Europe, finalement, cette question qui va être débattue, si elle va avoir un impact positif sur le débat, parce que le débat reste quand même chez nous très, très, enfin, je veux dire, on est quand même à un Il est niveau, atrophié. c'est hallucinant de pauvreté. Eh ben, je te propose qu'on termine sur cette question. Si je te donne une baguette magique demain, ok, pour toi, qu'est-ce que la France doit faire vis-à-vis de Bitcoin? Qu'est-ce qui te pense, qu'est-ce qui te semble judicieux comme mesure? Bah, la première mesure que je ferais, c'est d'enlever la fiscalité sur la détention Voilà, donc parce permettre aux gens que, de bah, l'accumuler, de dépenser. exactement, exactement. Parce que là, je pense que s'il y a bien une chose, comme je disais, effectivement, où enfin, je veux dire, les policiers sont pas fous. Ils se sont dit, comme je peux pas débrancher les computers Mm. pour arrêter de miner, le seul truc que je peux faire pour enquiquiner sa diffusion, bah, c'est de rendre plus problématique sa circulation en la taxant. Mm.
Donc ça serait quand même une des premières mesures que je prendrais. On pourrait même peut-être d'ailleurs dresser l'argument que même pour les questions budgétaires et les questions françaises, le fait de permettre aux Français de quelque part participer à cette économie très dynamique, ça pourrait créer de la croissance, donc des revenus fiscaux. Complètement. Ce serait une bonne idée d'essayer de soumettre un projet de loi pour enlever justement la taxation sur effectivement le Bitcoin. Oui. Qui serait pas, on pourrait peut-être essayer, je ne sais pas si ceux de la région de Grenoble, c'est ça, où tu avais la jeune femme qui s'est présentée avec Aurore, oui. Aurore, est-ce que elle, effectivement, elle pourrait, voilà, mais c'est effectivement une demande qu'on pourrait formuler, mais bon, compte tenu de Mika, je pense qu'on sait pas de mal à veille où ça va être à l'ordre du jour, mais c'est dommage. Pourtant, là, pareil, on m'a posé des questions sur, entre Cannes qui décide de faire son coup de pub et visiblement le printemps revient aussi, fait de la pub par rapport au fait qu'il propose des paiements en crypto. C'est dommage, mais bon, c'est parce que le printemps, ils ont beaucoup de clientèle étrangère, donc ça date pas d'aujourd'hui leur paiement en crypto, en fait. Eh bah, c'est une conclusion qui me plaît. Est-ce que Oui. tu veux le mot de la fin? Non, pas particulièrement. Merci beaucoup en tout cas Nathalie, et Merci, c'était une discussion Théo. super intéressante. Oui. Et éventuellement, si les gens veulent lire le papier en question, peut-être suivre tes travaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, c'est vrai que je suis pas douée, voilà, j'ai quand même l'âge que j'ai, même si plastiquement parlant, au niveau du cerveau, je suis plastique puisque j'ai embrassé Bitcoin, alors que j'étais déjà vieille, mais j'arrive pas, je suis pas très bonne pour faire mon propre site, donc je n'ai pas un site où on peut trouver mes travaux. Par contre, oui, on peut sur LinkedIn, oui, je poste quand même régulièrement et je crois que je l'ai posté le lien d'ailleurs avec, j'ai fait un post sur l'article et j'ai mis que c'était gratuit pendant 50 jours en précisant la date de départ. Ok, donc super. Si vous allez sur LinkedIn, on le mettra dans la description de la vidéo. Voilà. Comme ça, les gens pourront le trouver directement s'ils veulent s'y intéresser. Voilà. Mais par contre, l'autre, non, il n'y est pas. Voilà. Après, j'ai publié dans la revue Banque, j'ai publié aussi régulièrement sur les cryptos. Ok. Voilà, mais ces quelques dernières années. Merci beaucoup, en tout Nathalie. cas de m'avoir reçu.